Former FBI Director James Comey and his lawyers were in a federal courtroom today in Alexandria, Virginia. His defense team asked that the charges against him be dismissed, as they say their request is on the grounds that the charges are based on a, quote, vindictive and selective prosecution. Comey is facing federal charges of false statements to Congress and obstruction of justice. CBS News legal reporter Katrina Kaufman joins me now from New York City to discuss. Certaines décisions judiciaires ne se limitent pas à l'affaire en question. Elle modifie la façon dont le système est perçu. Au cours de la deuxième semaine de janvier, lors d'une audience tenue à la Cour fédérale du district de Columbia, 2 décisions indépendantes, rendues par des juges fédéraux distincts, ont remis en question l'intégrité procédurale des initiatives promues par le bureau du procureur général des États-Unis, actuellement dirigé par Pam Bondi. Bien que formellement limité à des aspects techniques de recevabilité procédurale et de légitimité institutionnelle, cet épisode a rapidement eu des répercussions qui ont dépassé la sphère juridique pour atteindre les forums législatifs et les conseils de surveillance professionnelle. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Le contenu des décisions et les pièces de la conviction qui y sont jointes ont ouvert la voie à une interprétation plus large, celle selon laquelle certaines pratiques exercées sous l'apparence de la légalité auraient pu fonctionner en marge des exigences formelles élémentaires, exposant non seulement des vices ponctuels, mais aussi des déviations structurelles potentielles en cours au sein de l'une des institutions fédérales les plus puissantes du pays. Cette séquence trouve son origine dans l'analyse technique de la nomination de Lindsay Halligan au poste de procureur par intérim, figure centrale dans les affaires engagées contre James Comey et Letitia James. Selon la décision rendue par le juge senior Cameron McGaugh-Curry, la nomination de Halligan non seulement n'avait aucun fondement juridique, mais violait directement les dispositions fédérales régissant la nomination des procureurs par intérim, en particulier dans les contextes qui exigent l'approbation du Sénat ou le respect de critères spécifiques de remplacement temporaire. La conséquence juridique de cette constatation a été directe. Toutes les actions qu'elle a menées, y compris les requêtes, les mises en accusation et les procédures d'enquête, ont été considérées comme nulles. Le juge a qualifié ces actes de « exercice illégitime de l'autorité exécutive ». Une formulation qui indique la gravité du problème au-delà d'une simple erreur administrative. L'effet pratique de cette nullité ne se limite pas à l'annulation des procédures. En déclarant invalides les actes accomplis par une procureure nommée de manière irrégulière, le tribunal touche à la base structurelle des enquêtes menées sous sa supervision, générant un effet domino qui compromet à la fois le contenu des affaires et la crédibilité des critères utilisés pour leur ouverture. Cela devient encore plus pertinent lorsque l'on considère le profil des cibles choisies. Comey et James occupèrent tous deux des positions de confrontation publique directe avec le président Donald Trump et avec des secteurs influents de sa base politique. Cette coïncidence entre les cibles politiques et les vices de forme dans les procédures soulève, parmi les experts, des questions sur la possibilité d'une instrumentalisation sélective des mécanismes judiciaires, même si ces allégations n'ont pas encore été formellement acceptées par le tribunal à ce jour. Le deuxième point critique est venu de la décision rendue par le juge William Fitzpatrick, chargé d'évaluer la régularité des procédures du grand jury dans l'affaire impliquant Comey. L'analyse a révélé des lacunes substantielles dans les instructions juridiques fournies aux jurés, notamment des interprétations erronées des critères juridiques applicables à la plainte. Dans un système comme celui des États-Unis, le grand jury représente un filtre constitutionnel qui doit garantir la cohérence de l'accusation avant qu'elle ne soit officiellement engagée. Lorsque ce filtre est contaminé par des informations juridiquement erronées, l'ensemble de la procédure qui s'ensuit est affecté. Selon le juge Fitzpatrick, la présentation de motifs juridiques erronés au juré a compromis l'intégrité de la délibération, remettant en question la validité de l'acte d'accusation qui a suivi. En outre, il a souligné l'utilisation abusive de documents potentiellement protégés par le secret professionnel, tels que les communications couvertes par le secret professionnel entre avocats et clients lors de la présentation des preuves, ce qui peut constituer une violation des garanties fondamentales. Ces décisions, prises ensemble, suggèrent qu'il y a eu, à différents moments, à la fois des failles formelles dans la structure de l'autorité et des vices substantiels dans les procédures d'accusation. En consignant ces conclusions dans des ordonnances formellement motivées, le système judiciaire crée un précédent qui pourrait influencer les futures révisions des affaires menées sous la même administration.
bien que les tribunaux aient évité tout jugement sur l'intention politique ou la malveillance administrative, la nature et la convergence des vices indiqués signalent, pour les observateurs expérimentés, la possibilité d'un dysfonctionnement plus large. C'est ce qui transforme une affaire technique en un épisode d'importance institutionnelle. Avec la divulgation d'extraits des décisions et la couverture parlementaire qui a suivi, des mouvements ont commencé à apparaître parmi les conseils d'éthique professionnelle des États, où Pam Bondi est inscrite comme avocate. Bien qu'aucune enquête n'ait été officiellement ouverte à ce jour. Les précédents accumulés soulèvent des questions qui pourraient être reprises dans des sphères disciplinaires autonomes. Pour les analystes du système, la clé d'interprétation réside moins dans les actions individuelles que dans la fragilité institutionnelle révélée par l'ensemble des décisions. Lorsque les structures du pouvoir fonctionnent en dehors des règles qu'elles prétendent représenter, le problème ne se limite pas à l'annulation d'une procédure. Il exige que le système lui-même réponde à sa capacité d'autocorrection. C'est le type d'analyse qui prend toute sa valeur, lorsqu'elle est effectuée avec une attention particulière aux détails et au contexte. Des suivis continus comme celui-ci visent à rendre plus visible ce qui opère souvent en marge des institutions formelles. C'est dans ce contexte que différentes instances du système fédéral ont commencé à agir, non seulement pour comprendre l'étendue des vices signalés, mais aussi pour évaluer quels autres processus ont pu être affectés par les mêmes structures décisionnelles. La Cour d'appel du district de Columbia, dans un avis encore préliminaire, a indiqué qu'elle pourrait réévaluer les décisions prises sous la responsabilité directe de l'équipe de Halligan, y compris celles qui, bien que non s'en annulées, ont été enregistrées pendant la période où son autorité était juridiquement contestable. Ce type de révision, bien que techniquement limité aux aspects formels, a généralement un effet systémique plus large, car il oblige d'autres tribunaux et juges à reconsidérer des paramètres qui jusqu'alors étaient considérés comme stables. À partir de là, l'épisode cesse d'être isolé. Il est désormais interprété comme un signe d'instabilité au sein de la structure du bureau du procureur général, susceptible de compromettre non seulement des affaires spécifiques, mais aussi la légitimité de décisions interdépendantes. À partir des documents révélés, il est devenu évident que la nomination de Halligan n'était pas une exception ponctuelle, mais plutôt l'aboutissement d'une série de décisions qui semblent avoir privilégié des critères d'alignement politique au détriment des garanties institutionnelles. Selon les courriels internes et les procès-verbaux de réunion joints au dossier, le processus de sélection aurait été mené sur la base de délibérations informelles, sans soumission préalable à l'avis du service juridique de la maison civile, comme c'est traditionnellement le cas. De plus, l'absence de consultation formelle du Sénat exigeait dans plusieurs cas de nomination provisoire d'une durée supérieure à 120 jours, a été justifiée en interne comme non stratégique, selon des extraits de communication interne récupérés par les magistrats. Ce type de rationalisation, bien qu'il ne constitue pas une infraction pénale directe, témoigne d'une approche pragmatique face à des normes qui devraient fonctionner comme des limites fixes. La convergence de ces pratiques renforce l'hypothèse selon laquelle, dans certaines conditions, certains secteurs de l'exécutif opèrent avec leurs propres interprétations de ce qui est admissible ou non au sein de l'appareil public fédéral. Cette perception ne se limite pas au pouvoir judiciaire. Au Congrès, des parlementaires des deux partis ont entamé, de manière encore informelle, des consultations techniques auprès du Bureau de la responsabilité gouvernementale afin de vérifier si d'autres procédures menées par le même groupe du Bureau du procureur général pourraient faire l'objet d'une révision. Des rapports internes de la commission de supervision et de réforme, bien qu'ils n'aient pas encore été publiés officiellement, indiquent qu'il y a au moins 16 actions en cours qui ont été engagées sous la supervision directe de Halligan et qui pourraient avoir reproduit les mêmes vices structurels. L'inclusion de ces affaires dans le champ d'application de l'audit institutionnel élargirait la portée du problème et remettrait en question la cohérence de décisions qui jusqu'alors n'avaient pas fait l'objet de controverses publiques. Parallèlement, des entités juridiques opérant à l'échelle nationale ont commencé à se manifester. L'Association nationale des procureurs fédéraux a publié une note technique avertissant que la répétition de nominations irrégulières compromet le principe de prévisibilité institutionnelle et affaiblit la confiance du public dans les structures de responsabilité juridique. L'Ordre des avocats des États-Unis, quant à lui, a demandé l'accès à l'intégralité des enregistrements de l'audience afin de faciliter une éventuelle évaluation de la conduite éthique. L'action de ces acteurs indique que l'épisode a dépassé le stade de l'incident administratif.
il commence à être traité comme un problème de structure organisationnelle et de culture institutionnelle au sein du bureau du procureur général, une interprétation qui, si elle se confirme, risque d'avoir des répercussions sur plusieurs fronts. Les répercussions s'étendent également au domaine des facultés de droit. Des professeurs de droit constitutionnel d'au moins 4 universités ont publié des avis indiquant que les épisodes révélés peuvent être analysés à la lumière de la doctrine de la contamination procédurale, selon laquelle des failles structurelles à un moment donné de la procédure compromettent la validité des actes ultérieurs, même s'ils sont corrects pris isolément. Ce type d'analyse tend à influencer tant les décisions judiciaires que les positions techniques des organes de contrôle. À partir de ces interprétations, une nouvelle tension apparaît. Il ne s'agit pas seulement de décider si les actes étaient valides ou non, mais de déterminer si le système est prêt à reconnaître qu'il a fonctionné pendant une période considérable sur des bases normatives compromises. Ces répercussions ne sont pas seulement symboliques. D'un point de vue pratique, elles ouvrent la voie à des défendeurs dans des procès actuellement en cours pour demander la nullité de leur procès sur la base d'un précédent direct. Les avocats de la défense ont déjà commencé à déposer des requêtes demandant la suspension des délais et le réexamen des décisions rendues selon les mêmes paramètres désormais contestés judiciairement. Le pouvoir judiciaire, quant à lui, est confronté à un dilemme. Revenir sur des décisions antérieures peut être interprété comme une reconnaissance d'une défaillance systémique. Maintenir des décisions notoirement liées à des structures illégitimes, en revanche, compromet l'intégrité du processus lui-même. C'est là le dilemme institutionnel qui se profile, la tension entre la stabilité décisionnelle et la correction de trajectoire. Dans ce contexte, le rôle de la presse et de l'analyse publique prend une importance centrale. Le suivi continu d'épisodes comme celui-ci non seulement renforce la transparence institutionnelle, mais offre également aux citoyens la possibilité de comprendre comment se forment et se corrigent les circuits internes du pouvoir. Maintenir ce type d'observation active est, dans de nombreux cas, le seul moyen disponible pour éviter que des épisodes comme celui-ci ne soient traités uniquement comme des exceptions ponctuelles et non comme des fenêtres permettant de lire des schémas. Si vous souhaitez continuer à recevoir ce type d'analyse, ce canal se propose justement de suivre les dynamiques qui passent généralement inaperçues dans l'actualité conventionnelle, en offrant une lecture critique et une interprétation continue. Avec la publication des décisions judiciaires les plus récentes, un champ d'interprétation divergente a commencé à se former parmi les juristes, les observateurs institutionnels et les membres des organes de contrôle. Même si les jugements n'ont pas explicitement affirmé l'existence d'une intention délibérée, d'un parti pris ou d'un détournement conscient de la finalité, la manière dont les faits ont été décrits, en recourant à des expressions telles que action sans fondement légitime et compromission de l'intégrité de la procédure, a élargi le champ des interprétations qui vont au-delà du fonctionnement strictement technique. Pour certains experts, ces décisions indiqueraient un mouvement plus large, dans lequel le pouvoir judiciaire adopterait une position plus ferme face aux signes d'utilisation politique de l'appareil juridique. Pour d'autres, cependant, le risque réside précisément dans l'effet secondaire de cette réaction. La possibilité que des mesures correctives, nécessaires d'un point de vue juridique, soient interprétées comme une critique indirecte de choix politiques qui, bien que juridiquement contestables, pourraient encore relever du domaine de la discrétion publique. Ainsi, le débat reste centré sur la ligne délicate entre le contrôle normatif et l'interprétation politique des événements. Cette tension peut être observée dans la manière même dont différents secteurs du milieu juridique ont réagi à cet épisode. Certains juristes soutiennent qu'en soulignant la nullité des actes associés à Halligan, le pouvoir judiciaire n'aurait fait que réaffirmer les principes élémentaires du système. La légitimité institutionnelle dépend du strict respect des règles de procédure. Dans cette optique, la réponse aurait été techniquement nécessaire, mais opérationnellement neutre, fonctionnant comme une correction interne sans dépasser les limites. D'autres analystes soulignent toutefois que le poids des expressions utilisées dans les décisions, notamment en soulignant l'absence d'autorité légale et le risque de contamination du processus par l'exposition des jurés à des informations sensibles, peut être interprété comme une réprobation indirecte de la logique qui a sous-tendu l'action contestée. Cette ambiguïté alimente des interprétations contradictoires dans lesquelles différents acteurs institutionnels projettent sur l'affaire leurs propres préoccupations concernant la légalité, la responsabilité publique et les limites du pouvoir discrétionnaire. L'un des points les plus sensibles de la controverse concerne l'épisode enregistré par les caméras de sécurité
qui aurait montré la procureure générale Pam Bondi quittant le bâtiment judiciaire avec des cartons qui, selon les enquêteurs, pourraient y contenir des documents liés à des procédures soumises à une ordonnance de conservation. Bien que le matériel soit encore en cours d'examen et qu'il n'y ait pas de confirmation officielle quant au contenu exact de ces cartons, la coïncidence temporelle entre la décision judiciaire et le retrait physique des documents a été exploitée par différents acteurs pour soutenir des hypothèses opposées. Pour certains, il s'agit d'une coïncidence dont la pertinence dépendra d'une vérification détaillée. Pour d'autres, cet épisode constituerait déjà un ensemble de signes suffisants pour justifier, au moins, l'ouverture d'une enquête formelle sur une éventuelle obstruction à la justice. Jusqu'à présent, il n'y a pas de consensus consolidé, et le bureau du procureur général n'a pas encore présenté d'explication complète et systématique à ce sujet. La situation devient plus délicate à mesure que d'autres initiatives menées sous la direction de l'équipe de Bondi commencent à être réévaluées, car on soupçonne qu'elles ont pu être influencées par les mêmes structures décisionnelles aujourd'hui contestées. Des procédures ayant eu un grand retentissement, telles que la conduite des dossiers Epstein, et des mesures confidentielles impliquant des membres du pouvoir judiciaire et des structures liées aux agences de renseignement, sont désormais réexaminées à la lumière des paramètres mis en évidence par les décisions les plus récentes. On ne sait pas encore si ces affaires seront annulées, reformulées ou simplement reconfigurées. Mais les analystes soulignent que le simple risque de remise en question réduit déjà la marge de manœuvre institutionnelle du ministère public dans les opérations futures. Parmi les acteurs du système juridique, la crainte grandit qu'une chaîne de méfiance se forme, dans laquelle une fragilité identifiée dans un épisode spécifique compromettrait l'autorité des décisions ultérieures, même lorsqu'elles sont étayées par des fondements techniques solides. Dans le domaine politique, les réponses suivent un schéma tout aussi ambivalent. Les parlementaires de l'opposition demandent des éclaircissements publics et préconisent la tenue d'audience pour examiner les critères utilisés dans les nominations et la gestion interne du bureau du procureur général. En revanche, les segments pro-gouvernementaux tentent de présenter cet épisode comme une controverse technique et administrative traitée de manière disproportionnée. À ce jour, aucun mouvement formel consolidé n'indique une responsabilité directe de la procureure générale. Mais les analyses et les discussions au sein des conseils d'éthique et des instances réglementaires se poursuivent. Des articles de presse indiquent également qu'au sein du ministère de la Justice, il y aurait un mouvement de contention et de révision interne des routines, visant à réduire le risque que de nouveaux épisodes révèlent des vulnérabilités similaires. Pour les spécialistes de la gouvernance publique et de la résilience institutionnelle, l'enjeu ne se limite pas à la figure de la procureure générale ou à la validité juridique d'une nomination spécifique. Cet épisode devient un test pour le système lui-même. Dans quelle mesure les institutions sont-elles capables de détecter les limites, de corriger les écarts et de rétablir les normes par des mécanismes internes sans dépendre exclusivement de la pression extérieure, de l'exposition publique ou d'une crise politique ouverte? La réponse est encore en cours d'élaboration. Il y a des signes concrets de réaction, mais aussi des hésitations, ce qui montre le poids institutionnel et politique impliqué dans toute mesure corrective plus énergique. La situation reste indéfinie. Les audits internes se poursuivent, tandis que de futures décisions judiciaires pourraient amplifier ou relativiser les effets pratiques des jugements actuels. Parallèlement, aucune mesure disciplinaire ni enquête indépendante n'a encore été officiellement annoncée. Mais elles ne sont pas non plus exclues. La portée réelle de ces événements reste controversée. Tout dépendra de ce qui sera confirmé, établi et surtout officiellement reconnu par les instances responsables au cours des prochains mois. Dans un contexte où les interprétations sont encore en cours d'élaboration et où les prochains développements pourraient bien redéfinir ce qui semble aujourd'hui stabilisé. Il est essentiel de rester attentif à ce processus. Ce canal suit précisément ce type de dynamique institutionnelle. Lorsque le système s'observe, se corrige, réagit avec prudence ou tente de résister à des corrections plus profondes.